Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Il est 19h44 sur Europe 1. Nous sommes toujours dans ce studio avec Paul Melun, avec Jules Torres. Je voudrais qu'on dise peut-être un mot, si vous le permettez, du discours de politique générale de François Bayrou mardi. On vous permet tout, Pascal. Voilà, je me permets. Vous avez tous les droits. Ça intéresse nos De auditeurs. 19 à 21 sur Europe 1, Pascal a tous les droits. Voilà, juste le week-end, le soir. Non, juste dire un mot, effectivement, avec la pression qui monte du côté de Laurent Wauquiez, qui a commencé déjà à dire dans les colonnes du Parisien ce soir qu'attention, il ne voterait pas le budget s'il y avait des hausses d'impôts. Donc, premier avertissement lancé à François Bayrou, alors qu'il n'a même pas fait son discours de politique générale. François Bayrou, Il est tiraillé, ce pauvre François Bayrou, parce que la politique économique, sur le en même temps, c'est difficile. Il peut pas à la fois recevoir Monsieur Faure et Monsieur Coquerel à Bercy, et dans le même temps plaire à Laurent Wauquiez et à la droite. Vous avez vu ce qu'a dit Gérard Larcher. Il y a des lignes rouges à droite sur la question aussi des réformes des retraites, et je suis pas bien sûr qu'il va pouvoir détricoter ce qui a été construit par les précédentes majorités. Il va être pris entre trois feux. Le président de la République, qui à mon avis n'a aucune envie qu'on vienne par exemple sur la retraite, la droite qui n'en a pas envie non plus, et la gauche qui va vouloir aller tellement loin qu'il va rien pouvoir faire du tout. Donc si vous voulez, je sais pas trop quelle est la solution miracle de François Bayrou, mais dans ce cas-là, si vous voulez plaire à tout le monde, vous finissez généralement par plaire à personne. Donc il faut faire attention. La composition de l'Assemblée est très difficile, certes, mais il faudrait peut-être qu'il dégage des majorités sur des projets un peu clairs, plutôt que vouloir satisfaire tout le monde. Donc je m'étonne un peu de la stratégie qui consiste à envoyer notre ministre de l'économie, M. Lombard, recevoir les uns et les autres à la queue leu comme à la boucherie avec leur ticket pour venir donner leur doléance au bon Monsieur Lombard. Je suis pas sûr, je pense qu'il va y avoir beaucoup de déçus. Et je pense que la gauche, notamment, ce qui reste du NFP en tout cas, risque fort de voter la censure à compter du 16. Donc il faut faire attention. Alors notre ami Jules a peut-être des informations de première main, mais moi de ce que j'observe, ça me paraît pas évident. Non, alors Jules Torres, bienvenue dans l'enfer de Matignon, François Bayrou. C'est-à-dire qu'il a été nommé avant Noël et là, il avait finalement pas eu vraiment grand-chose à faire. Il était plus dans la gestion de crise depuis qu'il a été nommé comme Premier ministre. Là, on arrive et c'est du concret et c'est une semaine qui est décisive et c'est même une semaine qui est de tous les dangers pour François Bayrou. Car demain, il n'y a pas que le discours de politique générale. Demain, il reçoit les syndicats agricoles, Arnaud Rousseau de la FNSEA, Véronique Le Floch de la coordination rurale. Eux aussi, ils veulent du très concret. Ils veulent que dans le discours de politique générale de mardi, il y ait des choses concrètes. C'est la même doléance pour le PS. Le PS, on ne comprend plus rien. Abrogation de la réforme des retraites, suspension, c'est pas clair du tout. Il nous faut quelque chose de beaucoup plus clair que ça. Et là, c'est aussi peut-être la faute de Monsieur Lombard, qui, je le rappelle, est l'un des seuls social-démocrates, donc homme de gauche, dans ce gouvernement et qui ne correspond pas choisi tout à par fait le PS. Au corpus de Monsieur Bretaillot, de Monsieur Darmanin, de Monsieur Lecornu et même de Monsieur Bayrou. Donc là aussi, il y a sans doute un problème d'équilibre dans ce gouvernement. C'est qu'on comprend pas très bien quelle est sa couleur, quelle est sa nature. L'autre sujet pour François Bayrou, pardonnez-moi, mais encore une fois, c'est le Rassemblement national. Car je suis pas sûr que François Bayrou aujourd'hui considère que c'est les communistes, les écologistes et les socialistes soient des alliés fiables. Et donc, s'il lui échappe entre les mains, c'est encore une fois Marine Le Pen qui va décider de si oui ou non il reste à Matignon. Donc on verra mardi ce qu'il y aura dans le discours de politique générale. Est-ce qu'il va avancer sur les questions d'immigration? Est-ce qu'il va avancer sur les questions de sécurité, de lutte contre la criminalité organisée et le narcotrafic? Et surtout le totem, est-ce qu'il y aura quelque chose sur la proportionnelle? On sait que c'est quelque chose que Marine Le Pen souhaite. Moi, je peux vous dire que, on l'a dit, Marine Le Pen, on l'a interviewée. Je peux vous dire que elle peut censurer la semaine prochaine, ça lui posera aucun problème. Je peux vous dire, elle a plus rien à perdre finalement, Marine Le Pen. Donc, jeudi, il y aura l'examen de la motion de censure déposée mardi par la France Insoumise parce qu'il faut 48 heures pour la voter. Est-ce que la gauche se disloquera? Est-ce que les socialistes sortiront du giron de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon? Est-ce que le RN adoptera une posture plutôt constructiviste? Est-ce que la droite, Laurent Wauquiez qui sort aujourd'hui, mais ça c'est pareil, il est toujours à contre-temps, Laurent Wauquiez. C'est-à-dire, mais parce que à un moment donné, ces électeurs, ils veulent de la stabilité. C'est l'inverse des électeurs de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on sanctionne Emmanuel Macron et chacun de ses gouvernements, que ce soit François Bayrou, que ce soit Attal, que ce soit Michel Barnier. Donc les électeurs de Laurent Wauquiez, ça n'a rien à voir. Eux, ils veulent de la stabilité, ils veulent pas d'augmentation d'impôts. Voilà, c'est ça. Ils veulent pas d'augmentation d'impôts. Laurent Wauquiez dit. C'est juste ce qu'il dit. Voilà, attention aux augmentations mais ce timing-là est un petit peu. Il faut faire des économies. Est un petit peu loufoque. Et évidemment, il faut toujours faire des économies. On a 3 300 milliards de dettes, un déficit
abyssal. Donc évidemment qu'il va falloir faire des économies. Moi je pense que le péché originel de François Bayrou, ça a été de reprendre la mouture de Michel Barnier sur le budget. C'est-à-dire que la mouture de Michel Barnier n'était pas la bonne. Il y avait pas assez d'économies, trop d'impôts. Bon, il a repris la même chose. On verra encore une fois dans le discours de politique générale ce qu'il adviendra. Mais honnêtement, la semaine qui vient va être une semaine de tous les dangers. Et attention à François Bayrou parce que ça peut être la semaine où il disparaît de Matignon. Ah oui, ça peut. Vraisemblablement, il va tout faire pour rester en tout cas, et il est capable de compromis et de beaucoup de compromis pour se maintenir là où il est. L'histoire récente nous a enseigné avec Michel Barnier que c'est pas parce qu'on était prêt à rester, qu'on avait très envie de rester et qu'on faisait des compromis, y compris pour ce qui est de Michel Barnier avec Marine Le Pen, qu'on restait nécessairement à son poste à Matignon. Donc ça va être effectivement très difficile. Après, François Bayrou, il a une autre stratégie. Moi, je vais un peu le défendre là-dessus. Il a une autre stratégie que celle de Michel Barnier. Michel Barnier, consciemment, savait que les concessions, il fallait les faire plutôt sur la droite de l'échiquier politique, dans sa propre famille politique, LR, et auprès de Marine Le Pen. François Bayrou, il est pas là avec la même fiche de poste. Lui, François Bayrou, il est là aussi pour aller chercher des personnes à gauche. C'est pour ça, du reste, qu'il y a eu des ministres d'ouverture à gauche, et il n'y a pas eu que Monsieur Lombard, il y a eu aussi François Samel, là, c'est il y a eu l'Arlésienne. aussi Juliette Méadel. Oui, l'Arlésienne, c'est ça, oui. Donc, si vous voulez, il y a cette volonté d'ouverture à gauche. C'est une volonté d'ouverture à gauche qui est assez aussi demandée peut-être par les Français, parce que regardez la composition du Parlement, vous n'avez pas une ligne claire entre ces trois blocs. Donc, il faut composer. C'est ce qu'essaie de faire François Bayrou. Est-ce qu'il va y arriver ? Je ne sais pas. La matière économique, l'histoire récente nous a aussi montré que la constitution d'un budget, les choix et les options économiques, elles étaient aujourd'hui ni de droite ni de gauche. Parce qu'il y a certains sujets où on a vu la gauche faire des réformes qui auraient plutôt été de droite. Je pense par exemple à François Hollande avec le CICE. C'était plutôt le crédit impôt, compétitivité, emploi. Ce fameux cadeau aux plus riches, aux grandes entreprises, comme disait à l'époque Mélenchon. Ça, c'était plutôt une mesure de droite. Et on a vu une droite maintenant, LR, voire le Rassemblement national, qui est plus sociale que les socialistes. Donc, c'est à n'y rien comprendre, l'économie. Vous pouvez pas aujourd'hui dire ça c'est une mesure de droite, ça c'est une mesure de gauche. Bah non, parce que Marine Le Pen précisément, elle a pas le même discours économique que son père. La petite pique de Jules Torres, ça. Oui, parce que Jules Torres, vous savez, il faudrait qu'il ouvre un livre d'histoire politique, ça lui ferait du bien. Voilà. L'échange la même. C'est un bon journaliste politique, si vous voulez, mais il est bien pour le contemporain, pour le tout venant. Quelqu'un qui défend encore les socialistes en 2025 ou qui comprend les socialistes en 2025, c'est peut-être lui qui devrait lire un livre de géopolitique et d'histoire politique. Un peu progressiste face à vous, Jules Torres, et de défendre la gauche. Mais je pense qu'elle en a aussi besoin. Voilà. Oui, c'est vraiment la semaine de tous les dangers. Ça veut dire que si on se retrouve dimanche prochain, attendez pour les auditeurs d'Europe 1, si on se retrouve dimanche prochain dans ce studio, que peut-il se passer? On peut se retrouver vendredi prochain. Dès vendredi prochain. Et il peut y avoir des mauvaises nouvelles. Non mais c'est ça, ça veut dire que François Bayrou pourrait... S'il y a une motion de censure, si elle est votée, a priori, on irait à une motion de censure qui renverserait le gouvernement. Moi, je pense que il va être assez intelligent, et à défaut de faire un petit coup de barre à gauche sur la question de l'économie, parce que, encore une fois, les socialistes, les écologistes et les communistes, ce ne sont pas des partenaires fiables. Ils ont voté la motion de censure en laissant un serpent de mer, ils laissaient miroiter qu'ils ne la voteraient pas, et puis au final, oui, donc Michel Barnier, il leur en veut énormément. La question, c'est Marine Le Pen, aujourd'hui, quelle concession demandera-t-elle mardi? C'est toute la question. Elle refera sans doute. Vous lui avez posé la question lors de cette interview? Bien sûr, oui. mais vu qu'elle était concentrée sur Mayotte et son père, on a décidé de la supprimer. D'accord. Et d'ailleurs, elle est très dure sur l'ouverture à gauche de monsieur Lombard, mais elle n'est pas étonnée étant donné que c'est un homme de gauche, donc il ne va pas commencer à être sur les sujets du Rassemblement national. En même temps, économiquement, le Rassemblement national, par exemple sur la réforme des retraites, sur la question des minima sociaux, sur la question des petites retraites, le RN propose certaines choses qui économiquement sont plus proches du NFP que de la droite. Pardonnez-moi, mais les concessions qu'il demandait à Michel Barnier, il y en avait trois grandes. C'était la première sur l'immigration, la deuxième c'est sur les taxes d'électricité et du gaz, et la troisième c'était sur les pensions de retraite. Bon, ça fait donc deux mesures de gauche. Oui, bien sûr, mais c'est pas des mesures dont est rétif François Bayrou. C'est pour ça que je pense qu'il va être intelligent et qu'il ne va pas faire l'erreur de Michel Barnier, qui a été non seulement de ne pas répondre aux concessions du Rassemblement national, mais en plus de ne pas les traiter. C'est-à-dire que c'est ça aussi, c'est une vengeance de Marine Le Pen, la motion de censure. C'est parce que Michel Barnier l'a reçu en dernière, alors qu'il avait promis lors de son discours de politique générale. Absolument. François Bayrou a plutôt traité. D'ailleurs, il s'est montré très très digne lors de son hommage, enfin si je puis dire, son message après la mort de Jean-Marie Le Pen. Ça, je peux vous dire que Marine Le Pen, ça l'a touché, que ça a touché les électeurs du Rassemblement national, et donc peut-être que ça pourrait
aussi jouer dans la décision, dans la volonté de censure ou non. Ce qui est vrai, c'est que dans la pratique du pouvoir, en tout cas jusqu'à présent, de François Bayrou, et même d'ailleurs du reste, avant qu'il soit à Matignon, il y a quelques mains tendues, le mot est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, il y a des choses qui sont faites, des signaux envoyés vis-à-vis du Rassemblement national, qui sont plutôt de nature à apaiser la relation avec Marine Le Pen par rapport à ce qu'on a pu voir chez d'autres leaders politiques. Oui. Quand on repense par exemple à l'ancien ministre de l'économie, j'ai mangé son nom, je me rappelle que monsieur Armand, qui avait dit qu'il voulait pas recevoir le Rassemblement national. Quel changement. Je peux vous dire, les Français non plus s'en souviennent pas. Oui, non mais pardon, il a été là 3 mois en même temps, donc on me pardonnera. Ah oui, il avait fait cette sortie 2 jours après son arrivée. Ce qu'aurait dû faire Michel Barnier à ce moment-là, c'était le virer. Enfin, pardon. Oui. Il avait dit, lui, Michel Barnier, qui était à une posture constructive. Surtout que Michel Barnier avait donné la consigne à ses ministres à l'époque de ne pas intervenir dans les médias, de rester, de faire profil bas. Il avait coché toutes les cases dès le début. Oui. Je veux dire, ça lui a pas porté chance du reste. Et là, l'argument ce qu'on va suivre dans les prochaines semaines va être intéressant, c'est comment vont se comporter Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu, qui sont des ministres qui, mine de rien, marchent un petit peu sur les plates-bandes du Rassemblement national. Comment le Rassemblement national va réagir si Bruno Retailleau, par exemple, arrive à faire ce qu'il veut sur la question migratoire, arrive à avoir un projet de loi? Comment le RN va réagir si Gérald Darmanin arrive à freiner l'essor, le fléau du narcotrafic? S'il arrive à mettre ces fameux narcotrafiquants malheureusement, ils y arriveront dans les prisons. Parce que il y a ce vrai sujet-là, parce que pour l'instant, le Rassemblement national nous dit non, ils n'ont pas de toute manière de majorité. Ils n'ont pas les moyens administratifs, ils n'ont pas les moyens politiques, ils n'ont pas les moyens diplomatiques, ils n'ont pas les moyens constitutionnels de vraiment faire une révolution. Donc, pour l'instant, ils ne s'attendent pas à grand-chose. En revanche, s'il y a des résultats, eh bien là, le Rassemblement national pourrait commencer à être inquiété. Pour l'instant, on en est évidemment très loin. Bruno Retailleau et Gérald Darmanin ne passent que par la voie réglementaire via des décrets, des circulaires au préfet. Donc, pour l'instant, on en est vraiment très loin. Mais la question se posera dans les prochaines semaines, évidemment, s'ils arrivent à enclencher de véritables mesures et des choses très concrète pour les Français. Regardez notre invité Sébastien Chenu, la façon dont il a réagi à la proposition de Gérald Darmanin sur les narcotrafics. Il était, je dirais pas embarrassé, mais si vous voulez... Non, il trouve que c'est une bonne idée. Il a quand même reconnu. Une bonne idée. Mais la question, c'est la faisabilité. Le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures. Enfin, le problème, non, parce qu'il faut d'ailleurs penser d'abord à l'intérêt des Français, à l'intérêt du pays. Et je pense que l'intérêt du pays et l'intérêt des Français, c'est un tour de vis en matière sécuritaire et en matière migratoire. De ce point de vue-là, ce sont des choses qui sont en cours. Je pense que le tandem Bruno Retailleau avec Gérald Darmanin est plus pertinent que le tandem précédent avec Monsieur Migaud, et qu'il y a cette cohérence finalement entre l'intérieur et la justice dont le pays a grandement besoin. Et ensuite, par rapport à ça, que le Rassemblement national ait des difficultés à se positionner, oui, puisqu'aujourd'hui, et c'est quand même l'histoire est quand même assez cocasse, alors qu'on parle beaucoup du parcours du Rassemblement national, du Front national, de Jean-Marie Le Pen, il y a des propositions qui, il y a 40 ans, il y a 30 ans, auraient été émises par le Front national de l'époque, on aurait crié à l'extrême droite, au fascisme, etc. Aujourd'hui, il y a des propositions qui maintenant sont reprises par le gouvernement. Les fameux accords de 68, quand Gabriel Attal nous dit qu'il est d'accord pour revenir sur les accords de 68... Sébastien Chenu disait qu'il était contre il n'y a pas si longtemps que ça, Gabriel Attal. Mais c'est ça qui est intéressant. Il y a un changement de logiciel qui est en train de s'opérer, y compris au sein de, j'allais dire la majorité, au sein du bloc central. Le bloc central est en train de reprendre un certain nombre de thèses qui, pendant longtemps, ont été défendues dans ce pays par la droite, pas seulement par ce qu'on appelait à l'époque l'extrême droite, par la droite aussi. Quand vous regardez les positions du RPR, par exemple, dans les années 90, même avec Alain Juppé, même avec Philippe Séguin, c'était très rude sur les questions migratoires. Et puis, il y a eu après ce laxisme pendant des années. Et bien là, aujourd'hui, il y a un retour, finalement, du tour de vis, de la fermeté régalienne. Gérald Darmanin et Bruno Retailleau l'incarnent, et moi, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Et à gauche, un petit mot de la gauche, je voudrais juste vous faire réagir, Paul Melun, si vous le souhaitez, à ce tweet d'Olivier Faure, le leader des socialistes. Justement, que dit-il aujourd'hui? Jean-Luc Mélenchon ne cherche pas à rassembler la gauche, mais à produire une candidature individuelle à la présidentielle. Ouais, mais le ton est en train de changer à gauche. Ce que je vois, dit-il, c'est que l'essentiel du NFP, les écologistes, les communistes et les socialistes, essaient de négocier pour améliorer la vie des Français en faisant bande à part LFI Handicap, le NFP. Dites-moi, là aussi, ça change un petit peu, là aussi, ça change, la tonalité. Écoutez, c'est un peu unique, mais ce soir, je vais dire du bien d'Olivier Faure à votre micro. Moi, je pense qu'Olivier Faure, il a raison. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, il joue perso, comme on dit. Il est en train de préparer, évidemment, n'importe quel observateur politique vous le dira aussi bien que moi. Jean-Luc Mélenchon a mis sous sa coupe une bonne partie du NFP. Il envisage sa candidature en 2027, et les socialistes sont un caillou dans sa chaussure. Parce que si jamais il y a une polarité, un pôle social
social-démocrate qui se crée, pourquoi pas autour d'un Raphaël Glucksmann ou d'un certain nombre d'autres protagonistes, Jean-Luc Mélenchon aura des difficultés pour faire le plein des voix. Donc Jean-Luc Mélenchon, il veut garder une forme d'hégémonie à gauche, et là, ça me paraît plus possible, parce qu'il est allé trop loin avec la France Insoumise depuis le 7 octobre. Je vois pas décemment les socialistes, y compris les militants socialistes, les sympathisants socialistes, aller se mettre tous comme un seul homme derrière Jean-Luc Mélenchon, après ses outrances des derniers mois. Donc Olivier Faure, il fait peut-être un peu de politique politicienne, parce qu'il prépare lui aussi ses pions pour 2027, mais en tout cas, là-dessus, je peux pas lui donner tort. Merci beaucoup Paul Melun. Gilles Torres nous a quittés. Merci beaucoup. Il est 19h59. Dans un instant, je recevrai Elisabeth Martichoux qui sort un livre. Je me suis régalée sur les personnalités politiques, l'art de perdre en politique. Vous allez voir, c'est très intéressant. Ah oui, c'est très intéressant. Et justement, on va tirer des enseignements avec elle dans un instant. Au cœur de l'histoire, tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1 avec Stéphane Bern du lundi au vendredi et Virginie Giraud samedi et dimanche. Ils vous font le récit d'événements, de lieux et de personnages qui ont façonné l'histoire. Demain, Stéphane Bern retrace l'histoire de J'accuse d'Émile Zola, le tournant de l'affaire Dreyfus. Tous les épisodes d'Au cœur de l'histoire sont à retrouver dès maintenant en replay et en podcast sur europe1.fr et l'application Europe 1.